Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons, avec Michel Laloux et moi-même ce soir, commencer à nous lancer dans une démarche qui consiste à essayer de tenter de répondre pas à pas à cette question. Quelle forme allons-nous bien pouvoir donner, quelle forme sociale ou sociétale allons-nous bien pouvoir donner à notre vie sociale? Vous savez bien sûr qu'avec les crises qui se succèdent et la crise récente encore du coronavirus, c'est une question qui émerge aujourd'hui de plus en plus. Et peut-être faites-vous partie de ces personnes qui se disent, bien en fait, je m'interroge, je veux activement me mettre à penser quelles sont les causes de ces situations que nous connaissons aujourd'hui, mais surtout aussi j'aimerais me mettre à concevoir quelles peuvent être des pistes d'avenir, comment imaginer des solutions qui peuvent tenir la route. Et donc la situation actuelle nous invite à une espèce d'éveil du penser la question sociale, mais aussi imaginer des solutions à un niveau individuel, et elle nous invite aussi à nous parler, à construire des solutions ensemble. Alors si vous êtes actif dans cette démarche, c'est peut-être une des raisons pour laquelle d'ailleurs vous prenez aujourd'hui, vous participez à cette première rencontre civilienne, et vous êtes peut-être en train de devenir vous-même des civiliens ou des civiliennes, c'est-à-dire engagés dans un processus qui consiste à voir comment, au niveau de la société civile, dans le sens large du terme, constituée d'individualités qui veulent réfléchir ensemble, d'abord à un niveau individuel, mais aussi ensemble, imaginer des solutions. On peut commencer à se concerter et à coopérer concrètement. Et d'abord, avant d'aller un pas plus loin et d'en venir sur des aspects pratiques aussi, je pense que c'est le moment de se présenter brièvement. Je vais d'abord commencer, puis je te laisse la parole, Michel. Donc, je m'appelle Stéphane Le Joly et actuellement, je suis conseiller en économie sociale. Je travaille au sein d'une entreprise d'économie sociale située en Belgique et j'accompagne à la création de projets d'entreprises ou au développement d'entreprises qui ont des objectifs de finalité sociale. Je te cède la parole, Michel. Et bonsoir à tous et à toutes. Je suis économiste à la base et je fais des recherches sur les formes d'organisation de la société, aussi bien au niveau que j'appelle mésosocial, c'est-à-dire au niveau des entreprises, que au niveau aussi de macrosocial, c'est-à-dire des grandes institutions de la société. Et c'est ce dont nous allons parler justement ce soir. Ce qui, pour moi, me semble très très important, c'est que l'on puisse avoir des institutions qui soient dans un fonctionnement à la mesure des civiliens, qui soit un fonctionnement évolutif, parce que je pense que vous serez d'accord, nous en avons un grand besoin par les temps qui courent. Nous allons tenter aussi d'aborder des questions qui sont nouvelles, d'une façon nouvelle aussi. Nous allons tenter de sortir des sentiers battus. Ça sera parfois un petit peu décoiffant, mais on ne pourra bien sûr pas aborder toutes ces questions en une seule séance, évidemment. 1h30, c'est vraiment beaucoup trop court. Nous avons donc déjà programmé d'autres rencontres civiliennes. Dans notre état d'esprit, Michel, l'objectif n'est pas de critiquer, de juger tout ce qui se fait. Il y a certes beaucoup de choses qui sont critiquables, mais ça, je dirais, on peut déjà trouver à maints endroits des listes complètes, je dirais bien, d'éléments qui décrivent ce qui dysfonctionne dans notre système. Nous serons vraiment beaucoup plus orientés vers la recherche imaginative, créative, de pistes qui permettent de manière plus novatrice en quelque sorte de trouver des solutions qui peuvent être valables non pas pour toute l'éternité, évidemment, mais peut-être pour un certain temps qui pourrait agir dans un sens d'assainissement partiel en tous les cas de la question sociale et sociétale. Dans le mail qui annonçait cette rencontre de ce soir, nous avons dit que nous allons nous consacrer en tout premier lieu au fonctionnement de l'État. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres domaines qu'il faudrait traiter. Et ces domaines-là, d'une façon très significative, j'ai l'impression qu'ils ont été tous révélés par un tout petit organisme microscopique qui a révélé, si on est attentif à ça, et je crois que beaucoup de gens le sont, beaucoup de dysfonctionnements de notre société, des dysfonctionnements
qui était certainement bien connu avant, mais là nous avons une sorte de concentré et on peut y lire presque les symptômes les plus criants et peut-être même à partir de là deviner certains remèdes. J'ai parlé d'un petit organisme microscopique, un microbe, hein, et peut-être qu'on peut aussi regarder que nous avons aussi dans la société, au niveau social, ce qu'on pourrait appeler des macrobes, c'est-à-dire des organismes qui agissent comme des virus, on pourrait dire, mais au niveau macro-social, macroéconomique. Donc la notion de macrobe, à mon avis, nécessite d'être introduite de plus en plus dans notre regard sur la société. Et si on a un outil pour regarder les microbes avec le microscope, il nous faut alors peut-être développer un outil, mais qui ne sera pas une machine, qui ne sera pas comme un microscope, mais qui permettra de regarder de façon macroscopique avec un macroscope. C'est cet outil-là que nous devrions essayer de développer pour pouvoir observer les macrobes. Et les macrobes, nous allons les découvrir aussi bien dans le domaine de du fonctionnement de la société démocratique, qu'on appelle démocratique, que dans le domaine de la macroéconomie. Donc, nous avons dit que nous commencerions par l'État, et pour ça, il faut essayer de remonter vraiment aux causes principales, et de se dire qu'est-ce qui devrait changer. Je crois que nous allons parler de changements qui sont beaucoup plus profonds que ce dont on parle habituellement. C'est-à-dire que nous ne voulons pas faire une république de plus. Nous ne pensons pas, en tous les cas moi je ne vois pas d'avenir à la République telle qu'elle est conçue. Bien sûr, beaucoup parlent d'une 6e République, puis après d'une 7e République. On aurait après une 8e République, etc. Et ça me fait penser à tous les Louis que nous avons eus, Louis I, Louis II, Louis III, Louis IV. On a eu jusqu'à Louis le XVIe. Il a fallu attendre Louis le XVIe pour qu'on se dise, tiens, il faudrait peut-être passer à autre chose que la royauté. Alors je me demande si nous allons attendre jusqu'à la 16e République pour le faire, ou peut-être si on va gagner du temps entre civiliens pour travailler d'autres possibilités, d'autres schémas de fonctionnement de la société qui ferait intervenir beaucoup plus la société civile. Mais pour pouvoir trouver les moyens et peut-être même les forces pour pouvoir passer à autre chose que la République, pour passer à une démocratie de la société civile, il me semble qu'il faut arriver à remettre en cause certains fondements, et là vous allez peut-être être surpris de jusqu'où nous pouvons aller. Je crois qu'une des premières choses qu'il faudrait faire, c'est d'être très attentif lorsque on croit qu'il n'y a qu'une seule façon de réaliser les choses. Vous connaissez tous la fameuse phrase de Margaret Thatcher en disant « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre possibilité que celle dont elle parlait à l'époque. En abrégé, on a appelé ça TINA. Et je crois qu'on doit être très très attentif à tout ce qui relève du TINA, c'est-à-dire des choses où on les présente comme s'il n'y avait pas d'autre chemin. On l'a vu avec le Covid-19 que une certaine possibilité a été proposée, mais on nous disait que c'était la seule possible en réalité. Si on devient attentif et sensible à ce phénomène du TINA, alors il serait bien de se tourner vers ce qu'on appelle la démocratie et de se dire, mais est-ce que dans ce qui est présenté comme la seule possibilité de démocratie, la seule possibilité de forme de l'État, avec des variantes de droite ou de gauche, hein, mais derrière ça, il y a une vision, et cette vision est présentée comme la seule possible, et si je peux parler à titre personnel, il m'a fallu des années et des années de travail et de recherche pour arriver à me rendre compte que j'étais dépendant et que j'étais comme moulé dans un cadre
le cadre de l'État tel qu'on nous le propose. Je pense à une chose, Michel. Il arrive aussi que nous soient présentées plusieurs façons, en apparence peut-être, de penser notre rapport à l'État, ce qui existe et qui est courant depuis des décennies, depuis le 19e siècle au moins, c'est cette façon de concevoir qu'en somme, pour que notre vie sociale soit davantage harmonisée, il faudrait moins d'État. D'ailleurs, l'idéal serait même que cet État soit, pour certains, réduit à quasiment rien du tout, voire peut-être pas d'État du tout. Faisons confiance aux individus, aux citoyens, ils parviendront bien à trouver des formes ensemble dont va émerger, je dirais, une certaine harmonie sociale. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'État du tout, mais en tous les cas, il est réduit à sa forme la plus congrue. Et puis aujourd'hui, notamment après et pendant cette crise du Covid-19, ce qu'on entend comme discours aussi, c'est, vous voyez bien qu'on ne pourra s'en sortir que si on a davantage d'État. Il faut notamment renforcer les services publics. Il faut un peu cesser avec ce processus qui, jusqu'à présent, nous avait conduit à hacher menu, si je puis dire, un certain nombre de processus qui étaient auparavant gérés par l'État. Il faut en revenir à plus d'État. Et ce que je veux simplement dire par ici, c'est que, très justement, tu as mis l'accent sur le fait qu'il y a une espèce de façon de penser où on nous présente qu'il n'y a pas d'alternative. Néanmoins, dans les faits, on nous présente parfois plusieurs alternatives, mais chacune d'entre elles se présente comme si elle était la seule alternative possible, le reste étant de toute façon des illusions. Et se poserait une question, est-ce qu'il y a encore véritablement des alternatives autres que ce qui semble être un peu ce paradigme dominant, soit on fait moins d'État, soit on fait davantage d'État. Est-ce qu'il y a encore une autre voie que celle-là qui nous est présentée habituellement? Oui, en fait, quand on regarde les raisonnements comme ça, et tu as bien raison de les souligner, ces raisonnements, en fait, restent à un certain étage et ne montent pas à l'étage supérieur. C'est-à-dire qu'on considère l'État, quand on dit il faut moins d'État ou il faut plus d'État, on a toujours la même conception de l'État derrière ça. Et c'est cette conception-là qu'il faudrait, à mon avis, challenger pour arriver aux vraies causes des phénomènes. Parce que lorsqu'on dit à la façon des libéraux ou même des néolibéraux, il faudrait moins d'État, c'est avec une conception de la liberté économique qui elle-même fait de grands ravages. Et ça, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Comment remonter à l'étage supérieur ou comment sortir de la boîte, comme disent les Anglais souvent. Je crois qu'il faut tout simplement venir interroger qu'est-ce que c'est que l'État. Qu'est-ce qu'on entend par État? Et nous avons appris en général à l'école ou par les médias, on l'entend constamment, que l'État était composé de trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et je crois que ce sont ces trois pouvoirs-là qu'il faut interroger, notamment le pouvoir exécutif, parce que on est arrivé à un point dans la société où on voit que cet État exécutif révèle de plus en plus qu'il est confronté à une mission impossible. Et c'est cette mission impossible qui doit nous interpeller et nous dire, mais au fond, si ça ne fonctionne pas, si ça dysfonctionne de plus en plus, si beaucoup d'inégalités, beaucoup d'empêchements à ce que des initiatives citoyennes puissent se développer, voir le jour et avoir les moyens de se développer, si on voit que un président est élu et qu'il y a un grand enthousiasme tout à coup pour cette élection, mais que quelques mois après, déjà la désillusion est là et que en réalité, plus personne ne croit qu'il pourra réussir à faire ce qu'il a proposé. On doit quand même, quand ça se répète, de présidence en présidence, de gouvernement en gouvernement, et que c'est partout pareil dans le monde, on doit quand même se dire, mais peut-être que on a mal conçu certaines notions, notamment la notion du pouvoir exécutif. Et l'on devrait alors se poser la question, mais l'État a-t-il un rôle exécutif? Si oui, dans quel domaine? Est-ce que c'est pour
tous les domaines, ou bien est-ce qu'il y a des tâches qui ne relèvent pas de l'État et qui devraient être... Je voudrais pas dire qu'ils ne relèvent pas de l'État, parce que là, ça introduit une confusion, qui ne relèvent pas d'un gouvernement central, d'un gouvernement qu'on appellerait unitaire. Qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement unitaire? C'est une chose qui fait partie des fondements de la démocratie, mais auquel, en général, même souvent, la plupart des gens ne connaissent pas ce terme de gouvernement unitaire. Mais de quoi s'agit-il? Un gouvernement unitaire, c'est au fond lorsque on a un ministre par problème qui apparaît dans la société et que l'on s'attend à ce que le ministre qui est nommé pour ce problème-là résolve ce problème. Ça veut dire qu'on fait passer les choses par le haut de la pyramide et l'on croit que ça va à ce moment-là ruisseler jusqu'en bas. Et je ne parle pas simplement de l'argent qui ruissellerait, soi-disant, mais aussi des modes de fonctionnement qui ferait que le problème a trouvé sa solution. On pourra prendre, et on le fera, beaucoup d'exemples qui montrent que, au fond, ça ne marche pas et qu'à chaque fois, il faut faire une nouvelle réforme et que la nouvelle réforme ne va pas forcément améliorer la situation. Il y a bien des cas où ça aggrave la situation. Et dans le fond, quand on observe quelles sont des attentes souvent exprimées sous forme de revendications, en quelque sorte, quand un problème apparaît, ces revendications sont formulées et adressées au gouvernement. Et ceux et celles qui souhaiteraient voir s'améliorer une situation, inconsciemment, certes, sont en train de reproduire le même schéma de pensée, à savoir à considérer à nouveau que la seule voie finalement à terme pour solutionner ce problème, la seule solution, c'est ce qui va ruisseler des hauteurs du gouvernement, oui, pour peu qu'ils se saisissent enfin de la chose. Et c'est ça la 6e République et la 7e République comme la 5e. Je parle de là pour la France, puisque c'est des termes qui sont employés beaucoup en France. Il s'agit de cela, c'est-à-dire qu'on attend de simplement réorganiser un petit peu différemment le haut de la pyramide et l'on pense que l'on pourra mieux faire ruisseler les choses. Et ce qui s'inscrit beaucoup dans cette démarche, c'est ce que l'on appelle la démocratie participative, qui est une chose à laquelle beaucoup de gens croient, mais au fond qui ne change pas les fondamentaux. C'est-à-dire qu'on a une pyramide avec en haut des gens qui seront chargés d'écouter ce que disent les citoyens et qui le retranscriraient à partir de ces demandes citoyennes. Et on peut se poser la question, mais pourquoi les citoyens ne le feraient pas eux-mêmes? Et c'est ce que nous appelons les civiliens. C'est-à-dire les personnes qui vont faire eux-mêmes. Et j'ai trouvé très intéressant le film Demain, qui a eu quand même un public, une audience assez étonnante pour un documentaire. Et au-delà de certaines choses qui sont très discutables dans le film, je trouve qu'il y avait un message très fort qui était proposé là, et que l'on pouvait voir au travers des exemples, c'est de dire, mais en fait, la société civile sait faire. Elle est capable de faire. Le problème, c'est que quand la société civile insiste trop sur une question, qu'est-ce qu'on fait? On crée un ministère. On va créer un ministère de la ville, on va créer un ministère de la condition féminine, on va créer un ministère social, un ministère de la ville, un ministère des quartiers sensibles, etc., etc. On ajoute des ministères au gouvernement unitaire, et ça relève, à mon avis, des macrobes dont je parlais au début, c'est-à-dire qu'on a là une maladie qui se développe dans la société. Je connais une personne, c'est un ami qui vit en Allemagne, qui a des contacts très réguliers avec des Ukrainiens, des Russes. Il s'agit de pays qui, pendant longtemps, comme tu le sais, Michel, ont été sous, bien sûr, l'affluence, ont fait partie de l'URSS. Et au sein de l'URSS, il était tout simplement impensable, ou quasiment, de prendre des initiatives citoyennes. Ce n'était tout simplement même pas permis. Ça aurait été très dangereux d'en prendre. Mais il s'avère que décennie après décennie,
ces personnes ne sont pas, beaucoup moins qu'en Occident, en tous les cas, dans une espèce de culture de l'initiative, de création d'associations loi 1901, de fondations, que sais-je. Tandis que quand on regarde la situation en Europe occidentale, aux États-Unis, c'est beaucoup plus dans notre culture de créer de multiples associations, structures, dont on pourrait peut-être dire, alors, nous, citoyens, nous sommes déjà actifs. Nous sommes déjà actifs en train de créer toutes sortes de structures pour mieux répondre à certains besoins sociaux, sociétaux, etc. Est-ce que la démarche civilienne à laquelle tu fais référence, quand tu dis que dans le fond, il y a une série de choses qui sont prises en charge par le fonctionnement actuel des gouvernants et des gouvernements, qui pourraient être pris en charge par les civiliens, ne pourrait-on pas dire, mais en fait, c'est déjà en cours. Il y a déjà aujourd'hui, à travers les mouvements associatifs, la création et le développement de multiples associations, fondations, c'est parfois des associations de fait, il y a déjà une dynamique forte qui existe et qui consiste à répondre à différents besoins, à développer différentes formes sociales et sociétales, etc. Quelle serait peut-être la particularité, ce que tu entends ici par la démarche civilienne, par rapport à ces structures d'associations existantes déjà maintenant? Ben oui, il y a une vie associative et culturelle qui est foisonnante, et on voit comme un printemps depuis quelques années, comme un printemps des initiatives de la société civile qui apparaissent, et ça pousse comme les fleurs au printemps. Mais il faut regarder aussi tous les obstacles que doivent surmonter ceux qui sont à l'origine de ces initiatives pour arriver à les rendre viables. Il y a des obstacles administratifs, des obstacles techniques, des obstacles financiers qui sont de plus en plus grands et qui ne facilitent pas justement le développement des initiatives. Il faut regarder par exemple le développement de l'écologie. On peut dire que l'écologie est apparue, vraiment est devenue une question qui était partagée par un certain nombre de personnes dans la société à la fin des années 60 et beaucoup dans les années 70. Mais regardons le nombre d'années, il y a 50 ans, on va dire. 50 ans pour faire avancer une question, et on est encore loin d'avoir atteint le stade qu'il faudrait. C'est énorme. Pourquoi faut-il tant de temps? Pourtant, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans le domaine de l'écologie, et notamment dans le domaine de l'agriculture. Mais pour faire changer les réglementations, quelle bataille! Et même quelle lutte pour empêcher que de nouvelles réglementations ne viennent permettre que ce qu'on a essayé d'évincer par un côté rentre de nouveau par la fenêtre, pour employer une expression. Pensons par exemple à la lutte pour les abeilles. Pourquoi est-ce que la société civile ne peut pas faire avancer les questions plus vite? C'est qu'il y a des obstacles énormes. Et on sait très bien que de créer un ministère de l'écologie, ça peut être aussi une façon d'enterrer la question de l'écologie, ou tout au moins de la repousser au calendrier grec. De faire un petit peu de peinture verte, un petit peu sur certaines mesures qui sont prises, tout en laissant les problèmes les plus graves continuer de se développer. Donc, à mon avis, il faut aller beaucoup plus loin. Et si la société et le monde est dans l'état où il est maintenant, c'est que la vie associative telle qu'elle se passe actuellement, notamment en France, et elle est très, très vivante, cette vie associative ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir, disons, la vie associative, on peut dire que c'est ce qui agit au niveau mésosocial, comme les entreprises aussi. Il faut pouvoir aller aussi au niveau macrosocial et agir sur le macrosocial. Et la meilleure façon de le faire, c'est justement de faire descendre le macrosocial au sein de la société civile, pour faire en sorte que les citoyens puissent eux-mêmes développer les initiatives et de le faire en suivant certaines
certaines règles qui sont justement ce que l'on peut appeler l'État. Car en fait, l'État, c'est essentiellement la législation. Le rôle central de l'État, c'est le législatif. Et l'exécutif, c'est au fond les civiliens qui doivent le faire. Pas n'importe comment, avec des règles, etc. Si je prends un exemple, j'essaie d'illustrer ce que tu viens de dire à travers un exemple, tu pourras amender, bien sûr. Si je prends le cas de l'éducation, par exemple, si on s'aperçoit que selon l'évolution de la société, de nouvelles générations aujourd'hui, il serait nécessaire de donner de nouvelles orientations à des contenus de formation sur le plan pédagogique, peut-être même différencier selon les enfants eux-mêmes, selon leurs besoins spécifiques. Parfois, les besoins des territoires ne sont pas les mêmes. Je pense par exemple à la situation de certains quartiers de Bruxelles qui est très différente de certaines régions rurales. On n'a vraiment pas affaire nécessairement aux mêmes besoins. Si on veut introduire certaines modifications et que l'on passe à nouveau par l'exécutif, c'est un gros bateau et ça peut prendre 5 ans au minimum, mais souvent c'est plutôt 10 ans, voire davantage, avant d'avoir pu tenter de nouvelles expériences. Et encore, ces expériences, il faudra les tenter sur tout le territoire, alors que c'est peut-être sur une partie particulière du territoire que se pose une certaine question et qu'il vaudrait mieux commencer par cette partie-là en particulier. Donc, si je comprends bien, voilà une façon peut-être de faire descendre du macro vers le méso, s'il y avait une possibilité d'autonomie accrue, mais néanmoins en respectant certaines règles. Certaines règles, par exemple, qui assurent que tous les enfants ont un accès d'un territoire donné à ce type d'enseignement, qu'il n'y a pas lieu de considérer que l'enseignement soit l'équivalent d'une marchandise ou que sais-je. Il y a un certain nombre de règles qui seraient valables partout sur tout le territoire, mais il peut y avoir une différenciation qui n'est possible que si on se détache du gros bateau, si je puis dire, c'est l'image, qu'est l'exécutif, si tout est centralisé dans une structure unique. Est-ce que cette illustration peut correspondre à ce que tu entendais, plus ou moins? Tout à fait. Je le vois complètement comme ça. Et je crois qu'il faudrait consacrer pratiquement une soirée au moins sur ce thème de l'éducation, comme il faudrait le faire sur d'autres thèmes, par exemple la santé. Tu as évoqué le fait que, par exemple, une mesure serait prise à ce moment-là pour tout le territoire et non pas pour un territoire particulier comme un quartier de Bruxelles. Je crois que c'est intéressant de regarder que le problème de vouloir un système général imposé d'en haut, ça permet aussi de généraliser l'erreur. Ça veut dire que, et là on pourrait prendre beaucoup d'exemples dans le domaine de l'éducation, où de graves erreurs de conception au niveau des méthodes d'enseignement ont été introduites. Elles ont, disons, des générations pendant une dizaine d'années les ont subies, puis après on a fait machine arrière. Parce qu'on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas et ça créait même quelquefois des dysfonctionnements chez les élèves. Donc le problème aussi de vouloir, peut-être avec de très bonnes intentions, d'égalité ou de soi-disant égalité, etc. On se rend compte que c'est la meilleure façon de généraliser une erreur. Regardons avec les masques ce qui s'est passé en France pendant l'épidémie du Covid. C'est aussi un très très bon exemple d'une généralisation d'une erreur qui a été prise où on voit un dysfonctionnement criant de l'État centralisé. On peut très bien imaginer un autre fonctionnement qui consisterait à dire que chaque organisme de santé s'occupe de prévoir ce qu'il faudrait en cas d'épidémie. Donc tel hôpital, tel dispensaire, telle clinique, etc. Vous avez l'obligation de prévoir jusque dans les détails ce qu'il faudrait faire et d'avoir les outils et le matériel nécessaire pour faire face à une épidémie. Si un hôpital n'avait pas fait ce qu'il faut, on aurait une erreur ponctuelle à un endroit. Mais on n'aurait pas une généralisation sur tout le territoire français. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut aborder la loi autrement.
à partir de ce moment-là. C'est de dire aux civiliens, aux acteurs de la société civile, dans ce cas-là, ceux de la santé, de leur dire, vous avez à prévoir. On leur donne la règle, leur donne l'obligation de le faire. Elle ne leur dit pas comment le faire, elle ne dit pas nous allons le faire pour vous, elle les met en situation où ils doivent eux-mêmes le faire. Et si on adjoint aux organismes de service public des organisations non gouvernementales, des associations d'utilisateurs, etc., qui font partie, par exemple, du conseil d'administration de l'hôpital, alors ces organisations non gouvernementales, ces associations vont se préoccuper, mais est-ce que en interne à l'hôpital, vous avez bien prévu telle et telle chose en cas d'épidémie? Et on verra à ce moment-là que le fonctionnement va être dynamisé parce que les gens seront responsables eux-mêmes. Dynamisé, et d'autre part, comme je l'ai déjà observé dans d'autres secteurs que le secteur de la santé, il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait un dialogue entre ces acteurs de la santé, par exemple, que si cette exigence existe, mais pas une exigence quant au comment le faire, simplement au fait que ça doit être fait, ils vont rentrer en dialogue, ils vont commencer aussi à essayer de voir comment ils peuvent mutualiser des moyens. Bien sûr. Chaque hôpital ne va peut-être pas s'occuper, jusque dans le moindre détail, de disposer d'un stock de masques, prenons cet exemple, mais plusieurs hôpitaux vont se coordonner pour créer la structure ad hoc sur un territoire donné, par exemple. Donc il y a quelque chose qui commence à émerger même à un niveau qui est au-delà du niveau de la seule entreprise, dans le sens large du terme. Les entreprises, dans le sens large du terme, plusieurs hôpitaux commencent à dialoguer, à se coordonner, et finalement, il y a quelque chose qui apparaît qui n'est plus seulement le niveau que tu appelais tout à l'heure méso, mais qui est déjà du niveau un peu plus macro. C'est ça. Qui émerge de cette dynamique. Oui, je trouve intéressant comme tu le présentes parce que on voit une autre forme de passage entre le mésosocial et le macrosocial. C'est-à-dire que on voit un autre macrosocial qui n'est pas impulsé par le haut, qui ne régente pas les choses par le haut, mais qui naîtrait de par la construction même des acteurs de la société civile. Et on verra à ce moment-là des organismes qui peuvent se faire qui vont apparaître, qui se feraient qui aurait une fonction presque de coordination de la question dont on vient de parler, par exemple, d'une crise, d'une pandémie, voilà. Et on verrait émerger des organes de coordination qui seraient gérés par la société civile elle-même, dans laquelle sont inclus des associations d'utilisateurs, encore une fois, des organisations qui font attention à l'environnement. Par exemple, est-ce que pour les masques, vous utilisez des matériaux qui sont en accord avec le développement durable, bien que j'aime pas trop le terme? Donc on pourrait avoir une dynamique de tous les acteurs de la société civile avec les différentes questions concernées par le thème qui serait dans ce cas-là, par exemple, une pandémie. Et on verrait à ce moment-là les choses trouver leur développement au niveau méso et en même temps macro-social, sans avoir un gouvernement central. Et je crois qu'on peut rappeler, Michel, que ce n'est pas parce qu'une dynamique de ce type se met en place que soudainement on se trouve dans le meilleur des mondes pour toute l'éternité. Une dynamique de ce type-là, elle est aussi, comme toute dynamique, confrontée à des difficultés, à des erreurs, y compris, imaginons, lorsqu'il y a une interaction, prenons le cas de la santé, entre différents groupements hospitaliers, il y aura de toute façon des enjeux qui vont se poser en matière de processus de prise de décision, de financement. Il faut de véritables compétences aussi. Donc, tu n'es pas en train de prétendre, et moi non plus, que tout d'un coup de baguette magique, s'il y a de telles démarches civiliennes qui se mettent en place, tous les problèmes du monde sont réglés. C'est pas de ça qu'il s'agit, soyons bien clair. Mais en tous les cas, on ne se retrouve pas dans une dynamique d'inertie
notamment, qui est celle que tu as décrite tout à l'heure, dans les structures centralisées, on est dans une dynamique d'inertie qui peut vraiment présenter, qui peut produire des dommages qui peuvent être plus ou moins graves à la société. Et oui, et ça amène deux notions. La première, c'est la notion d'évolutivité, c'est-à-dire lancer des processus qui soient évolutifs et qui s'améliorent au fur et à mesure. Et plus nous travaillons de cette façon à partir des initiatives civiliennes, plus nous avons la possibilité, parce que les organismes seront de taille réduite, nous avons la possibilité de corriger les erreurs. Et la deuxième chose que cette notion introduit, c'est le fait de comment enclencher un passage entre ce qui existe maintenant, avec un gouvernement central, un gouvernement exécutif, et un pouvoir exécutif qui serait entre les mains de la société civile. Comment enclencher ce passage? Je crois que c'est une chose qu'il faudrait traiter dans une prochaine rencontre civilienne. C'est la notion du droit à l'expérimentation, qui existe en théorie dans la Constitution française, mais qui a été faite de nouveau, et ça serait très bien de le prendre comme exemple, de quelque chose qui a été centralisé au niveau des accords qui pourraient donner à des gens qui voudraient expérimenter. Ça a été centralisé au niveau du gouvernement. C'est le gouvernement qui prend la décision. Lors d'une prochaine rencontre, ça serait bien qu'on regarde, à titre d'exemple, comment on pourrait créer un droit à l'expérimentation avec des organismes qui répondent à ce droit, qui rendent possible ce droit, et de faire en sorte que ce soit géré, administré par la société civile. Et ça, c'est, à mon avis, un droit qu'on pourrait, une des premières revendications que l'on pourrait formuler, c'est d'obtenir un droit à l'expérimentation géré par la société civile. Alors ça, il faudrait un peu plus de temps pour le détailler. Ce soir, je peux juste mettre l'eau à la bouche sur cette question, c'est tout. D'une façon générale, on peut dire à ceux et celles qui nous écoutent, mais je crois qu'ils s'en doutent, que ça va vraiment être difficile en 1h30 de régler tous les problèmes que pose l'existence dans le monde. Bien sûr, c'est une impossibilité, je plaisante. Donc forcément, il faut y aller pas à pas. Et dans bien des choses que nous exprimons aujourd'hui, on ne fait que débuter ce processus qui est vaste, forcément. Il faut le regarder de différents points de vue. Et justement, à ce sujet, Michel, je te propose peut-être de prendre connaissance maintenant de quelques questions qui nous ont été communiquées. Je vais en lire certaines d'entre elles. Qu'est-ce que exactement un civilien? Une autre question, on ne comprend pas bien le concept de macrobe. Nous sommes tous, d'une certaine façon, civiliens. Nous sommes tous des acteurs de la société civile. Dès l'instant où on se pose des questions, dès l'instant où on essaye d'être actif dans une association, par exemple, ou qu'on essaye de se sensibiliser à une cause, on est déjà un civilien. Nous, ce que nous voulons faire, c'est essayer d'aller un petit peu plus loin que les activités individuelles et les activités qui se passent dans le médiasocial. Nous voulons essayer de nous approprier le macrosocial. C'est très ambitieux, mais je crois que c'est urgent de le faire. Il y a un vrai besoin criant. Et la crise, comme je le disais au début, le révèle de façon grossie 1000 fois. Donc on a besoin que les civiliens puissent s'approprier le macrosocial et que le macrosocial ne soit pas régi par des intérêts et des pouvoirs contre lesquels le civilien sera de plus en plus désarmé. Et la remise en cause, comme j'ai dit au début, la remise en cause de la notion même de pouvoir exécutif est, à mon avis, la première étape. Et il faut que ce soit partagé par suffisamment de civiliens pour que on puisse faire un pas concret dans ce domaine. Tout seul, on peut rien faire. Là. Tu as évoqué d'ailleurs tout à l'heure
des enjeux qui existent au niveau environnemental, les crises environnementales. On peut penser aussi à la crise financière de 2007-2008, ses conséquences, où là aussi, une fois de plus, on voit qu'on ne peut pas se contenter seulement d'initiatives qui existent à un niveau soit micro-social, soit au niveau mésosocial. Évidemment, c'est très ambitieux aussi, mais il s'agit aussi de voir comment on peut s'approprier des questions qui touchent à la finance. Oui. À la finance qui est pourtant mondialisée. Et les marchés financiers sont mondialisés. Alors là, évidemment, l'enjeu est vraiment vaste, hein, et c'est encore peut-être d'un autre ordre de complexité et d'enjeu que ce que l'on peut faire au niveau des soins de santé dans un département donné ou une région donnée. Mais néanmoins, l'enjeu est là. Les situations nous montrent qu'il y a à chercher de ce côté-là. Oui, et c'est important qu'on se réapproprie ce domaine-là encore plus, autant que les autres, disons, parce que ce domaine a un pouvoir d'action qui semble nous dépasser, mais en réalité, il est possible de se réapproprier les notions qui sont derrière ce domaine-là, qui sous-tendent la financiarisation de l'économie. C'est ce que j'ai fait dans mon livre, dans le premier tome, hein, de dépolluer l'économie, où j'ai essayé de montrer comment on peut le faire à propos de la monnaie et comment déjà ça pourrait agir énormément au niveau de la financiarisation. Mais ça, alors, c'est plusieurs soirées. Mais c'est parce qu'on pense que c'est impossible d'agir au niveau macro-social, au niveau, par exemple, des marchés financiers, ou de la structuration et de l'organisation des marchés financiers, ou de la monnaie, par exemple. C'est parce qu'on pense que c'est impossible que, d'une part, on peut vivre avec un sentiment d'impuissance, et qu'alors, là, il y a un phénomène de repli sur soi, ou toutes sortes de phénomènes, disons, peut-être de décrépitude, quelque part. Pour parvenir, dans un premier temps, déjà identifier des pistes qui nous permettraient, bien que ça paraisse impossible, a priori, hein, de nous réapproprier ces sphères-là, est déjà une première étape. Déjà pouvoir concevoir de telles pistes, les imaginer. C'est ça, c'est la toute première étape, et elle est incontournable. On voit beaucoup dans la société civile actuellement des gens qui disent oui, mais faisons directement au niveau local ce que nous pouvons faire, et peu à peu ça va agir sur le reste. Oui, bien sûr, ça agit déjà, hein, mais en même temps, nous voyons comment le macro-social peut aussi continuer, lui, d'agir. Et qu'à un moment donné se posera la question, mais ce que l'on fait au niveau local, est-ce que c'est encore possible ? Est-ce que le macro-social ne va pas empêcher, à un moment donné, que les initiatives qu'on a commencé à prendre, eh bien, par des réglementations, des nouvelles réglementations sanitaires, par exemple, font qu'on ne pourra plus procéder de telle ou telle façon dans les fermes, etc. Le macro-social est capable d'inventer par lui-même énormément de stratégies qui feront que ça deviendra très difficile, de plus en plus difficile, au niveau méso- et micro-social. Le micro-social, le niveau de l'individu. On peut encore donner un exemple, celui par exemple de l'Organisation mondiale du commerce, qui permet d'ouvrir totalement les marchés dans le secteur alimentaire, ou relativement totalement. Aujourd'hui, il y a une conscience qui s'est accrue de la nécessité de prendre soin de nos producteurs locaux, producteurs agriculteurs, je veux dire. Et pour que ces producteurs puissent continuer à produire localement ce qui est nécessaire, je dirais même pour renforcer la capacité de nos territoires à alimenter nos populations. Admettons que certaines catastrophes se produisent, des sécheresses ou que sais-je, ou d'autres catastrophes climatiques. Il y a cette conscience qui est naissante, grandissante, qu'il faut assurer dans nos propres territoires une suffisante capacité de production pour nourrir nos habitants. Et tant que l'Organisation mondiale du commerce fonctionne telle qu'elle a été conçue déjà au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, là on est au niveau macro, justement, il y a des règles qui permettent qu'on va continuer d'acheter de la viande, par exemple, qui vient d'Amérique latine, qui va faire concurrence à une production locale. Je parlais de viande, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être n'importe quelle autre production alimentaire qui est produite dans des situations qui sont préjudiciables à l'environnement dans ces pays-là aussi, même parfois aux populations dans ces pays. Et donc c'est ça le macrobe aussi dont tu parlais tout à l'heure. C'est ce macrobe qui nous rend malades,
qui nous rend malades tant au niveau plus individuel qu'au niveau social global. Il faut travailler au niveau de ce macrobe aussi. C'est le niveau macrosocial, donc ces règles de l'Organisation mondiale du commerce, qui nous paraissent évidemment tout à fait inaccessibles. Hein. On ne peut pas d'un coup de baguette magique, nous deux ou à quelques personnes, les modifier. Néanmoins, il s'agit maintenant d'imaginer des pistes de réappropriation de ces sphères-là, aussi étonnant que ça puisse paraître. Oui, c'est vraiment ce qui permettra à terme de lutter ou disons de transformer, de métamorphoser ces macrobes, hein, dont l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé, il faut le dire aussi, hein, les fonctionnements des banques centrales, le Fonds monétaire international, toutes ces institutions qui agissent dans le macro-social, comment penser une autre façon de procéder qui soit sain pour la vie sociale. C'est-à-dire que pour ça, il faudrait qu'on puisse regarder qu'est-ce que c'est qu'un organisme social sain. Quelles sont les conditions pour que l'organisme social se développe de façon saine. Et je crois que malheureusement, c'est une question qui n'est pas suffisamment abordée aujourd'hui, la santé de l'organisme social. Et il y aurait beaucoup de parallèles à faire avec l'organisation de la santé aussi elle-même. Mais on ne va pas se lancer là-dedans et peut-être prendre d'autres questions. J'en vois une troisième. Supposons qu'au bout d'un certain nombre de rencontres, on développe une série de propositions. On fait quoi après ? On vient d'évoquer il y a quelques instants qu'il fallait quand même commencer par concevoir et par imaginer. C'est la première étape. Sinon, de toute façon, passer tout de suite à l'action, ça va vraiment pas porter beaucoup de fruits, quoi. Mais, dit quelqu'un, voilà, admettons qu'il y ait des propositions qui émergent, et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Je crois que déjà, la prise de conscience, c'est déjà énorme, et c'est la première marche de l'échelle, hein, premier barreau de l'échelle. Ensuite, il y aura des possibilités, mais ça, c'est la société civile qui le montrera elle-même. C'est nous, les civiliens, comment est-ce qu'on arrive à se saisir de ces questions ? Ce que je voudrais dire, c'est que tant qu'on n'a pas vu le problème à son origine, comme l'exemple que nous avons pris du gouvernement central, du pouvoir exécutif, tant qu'on n'a pas trouvé l'origine de chaque chose, on ne peut pas agir. On aura forcément à un moment donné des obstacles que nous n'arriverons pas à surmonter et des empêchements à l'action qui seront faits. Donc il nous faudrait, à partir quand des propositions commenceront à être élaborées, seront suffisamment partagées par un nombre suffisant de civiliens, alors il sera possible de revendiquer en tout premier lieu le droit à l'expérimentation. Et ensuite, pourrait venir un deuxième droit qui est celui de pouvoir proposer des lois. Ce qui, pour moi, est le minimum vital de la démocratie. Que les citoyens puissent proposer eux-mêmes des lois et que ces lois soient portées en votation populaire par l'ensemble des civiliens. Donc, ça, ce seront des incontournables parce qu'il ne faut pas attendre d'un organisme macrosocial qu'il accorde lui-même ce droit. Et on en a bien vu avec les Gilets jaunes que ça a été balayé très rapidement, la question du référendum d'initiative citoyenne, qui était quand même une revendication forte des Gilets jaunes. Il n'y a qu'à regarder de quelle façon ça a été balayé pour se rendre compte qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la remise en cause de l'organisation, de la gouvernance, dans ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui, et dont on sait qu'elle est bien illusoire. Si je comprends bien, Michel, hein, en admettant que des propositions émergent, et nous ne prétendons pas être les deux seules personnes au monde qui allons faire émerger des propositions, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr. Il s'agit plutôt ici d'un exercice, on s'exerce à le faire nous deux, mais on espère aussi ainsi stimuler de manière créative, la créativité plutôt, d'un certain nombre de personnes qui nous écoutent, hein, peut-être aussi créer
un certain espoir que quelque chose peut se passer si on devient chacun et chacune plus créatif encore. Donc, nous ne prétendons pas évidemment faire émerger toutes les propositions ici. C'est un exercice, hein, une espèce d'entraînement. Mais nous souhaitons quand même en faire émerger un certain nombre, malgré tout. Et quand bien même ces propositions émergent, tu viens de le dire, ça ne suffira pas, bien sûr. Il faut qu'il y ait une possibilité d'expérimenter, d'où la nécessité d'un droit d'expérimentation. Et ça dépend du législateur. Il faut que l'Assemblée nationale, française par exemple, le Parlement en Belgique, décide qu'existe un tel droit. Tout à l'heure, tu as amené une nuance importante, parce qu'en fait, en France, il existe déjà un droit à l'expérimentation. Dans la Constitution, oui. Voilà. Il existe déjà un droit à l'expérimentation, mais c'est encore le gouvernement et je dirais les structures politiques qui sont en place qui vont pouvoir décider de le mettre en œuvre. Tu as dit que le droit à l'expérimentation, idéalement, enfin pas idéalement, civiliennement, si je puis dire, il faudrait que ce soit les civiliens eux-mêmes qui puissent à un moment donné l'activer. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui sont en Belgique, la situation est autrement plus compliquée qu'en France, puisqu'en Belgique, nous avons un grand nombre de structures législatives. Il y a un État fédéral, il y a des communautés, des régions, etc. Alors, avant qu'on puisse mettre en œuvre un droit à l'expérimentation, il faut que toutes ces structures se mettent d'accord. Ça peut prendre quand même un certain nombre de décennies. En France, peut-être assez bizarrement, vu que l'État est plus central, on pourrait peut-être y arriver plus facilement. Enfin, ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est paradoxal. C'est paradoxal. Hein. Et donc, en effet, il faut qu'il y ait un droit à l'expérimentation. Et puis, tu as cité une deuxième chose essentielle, une possibilité de votation populaire. La votation, ça nous vient de Suisse, notamment ce terme-là. Donc, une possibilité pour des citoyens de faire acte législatif. Donc, une démocratie beaucoup plus directe aussi. Oui, c'est indispensable, ça. C'est vraiment indispensable disons, on ne peut pas avoir une démocratie appelée démocratie, hein, prenons l'étymologie, et de dire au peuple, non, vous ne pouvez pas proposer de loi. C'est contraire au terme qu'on emploie lui-même. Donc, c'est vrai qu'on peut s'inspirer beaucoup du double exemple suisse, du droit de référendum et du droit d'initiative populaire, c'est-à-dire le droit à proposer des lois. Là, il y aurait beaucoup à dire. Il y a en effet beaucoup de civiliens, entre guillemets, qui ont des ambitions, des associations, des ASBL, etc. Mais il y a un gros problème de moyens. Pouvoir dédier une partie de nos impôts à l'association de notre choix, ne serait-il pas aussi une solution? Ou est-ce que ça ne fait pas partie des solutions? Dans la question, si j'ai bien compris, il est demandé, mais est-ce qu'on ne pourrait pas nous-mêmes orienter, flécher l'impôt vers des associations qui... c'est clair que beaucoup d'initiatives civiliennes ne peuvent pas vivre parce qu'elles n'ont tout simplement pas les moyens. Elles ne peuvent pas engager, par exemple, des personnes, ou seulement avec des contrats aidés, par exemple en France, hein, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Hein. Comment flécher l'argent des impôts vers ces associations. Alors ça, c'est intéressant comme proposition parce que c'est vraiment une chose où on pourrait développer une nouvelle conception de l'impôt que j'appelle moi la monnaie de contribution, au sens où en France on appelait les contributions directes par exemple et les contributions indirectes. C'était pas imposé, on avait l'impression qu'on contribuait et il faudrait redonner aux civiliens la possibilité de eux-mêmes avoir l'impression qu'ils contribuent à quelque chose, dans le sens où ils pourraient flécher, orienter leur impôt vers telle ou telle association, avec peut-être certaines règles. C'est pas très très compliqué d'ailleurs à imaginer. Et oui, mais ça aurait un pouvoir extraordinaire si on pouvait faire ça. Si on pouvait imaginer que nous-mêmes, nous affections l'impôt dans certaines limites par rapport à des critères de répartition, hein, que tout ce qui est impôts et taxes, nous puissions le réaffecter à telle ou telle cause. Je vais prendre une chose qui va paraître évidente à beaucoup de monde. Si on n'est pas en faveur de la recherche sur les OGM, on peut dire, je veux pas que mon impôt serve à financer la recherche sur les OGM, mais que ça serve plutôt à financer de la recherche sur une agriculture biologique, par exemple. Hein.
eh bien, on aurait là un pouvoir d'action concret qui serait très puissant. Et ce serait même un pouvoir de vote d'une puissance incroyable. Ça veut dire que les citoyens, au lieu de voter pour des gouvernements, ils voteraient pour des projets. Il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tel type d'éducation se développe. Moi, c'est tel type de santé qui se développe, etc. Si les citoyens peuvent eux-mêmes orienter l'argent public, c'est-à-dire leur argent, vers, qu'on paye aussi avec la TVA, hein, c'est pas simplement, si on n'est pas imposable, je veux le préciser, on devrait aussi pouvoir orienter cet argent-là parce qu'on paye toujours des taxes par la TVA, par exemple. Donc, on aurait là la possibilité de choisir vraiment les orientations qu'on veut pour la société. Et ça, ce serait incroyablement puissant. Tu viens de dire, Michel, il y a quelques instants, bien sûr dans certaines limites, moi je peux imaginer que un tel processus se fait progressivement, petit à petit. Si je me mets à la place de responsables de certaines structures qui sont aujourd'hui financées par l'État, justement, des universités, des écoles, des institutions de soins, si ça se faisait d'un coup de manière massive, on pourrait craindre tout d'un coup que le budget de l'année prochaine soit né à zéro. Je veux dire que ou qu'il y ait du chaos qui s'introduise brusquement, peut-être qu'on peut imaginer que ça se fait progressivement. C'est-à-dire que ce fléchage de l'impôt vers certaines structures qui correspondent à nos orientations se fait pour un pourcentage relativement limité au début, ne serait-ce que le temps aussi de s'exercer à cette chose. Hein. Et si des personnes décident de ne pas flécher leur impôt, leur contribution, eh bien, ça reste encore le système classique qui le fait, qui pallie, pour ainsi dire, le fait qu'on n'a pas déjà au niveau individuel pris une telle décision. Mais il faudrait y aller petit à petit, hein, puisque quand on est responsable, quand on regarde des processus économiques concrets, réels, dans le monde des entreprises, ce qu'on peut craindre, c'est des changements trop brusques. Il faut que les choses se fassent aussi. Et d'ailleurs, on le voit ici avec la crise qui vient de se dérouler. Les fermetures très brusques d'entreprises ont un caractère catastrophique. Pour certaines d'entre elles, et beaucoup ne s'en remettront jamais. Donc, il ne s'agit pas non plus de le faire de manière violente, si je puis dire. Non, mais évolutive. Évolutive. Mais comment c'est cette évolutivité dont on a besoin, parce que nous avons aussi besoin d'apprendre, nous-mêmes, comme tu l'as dit, de nous exercer à dire, mais comment j'oriente consciemment ma contribution vers tel ou tel organisme. Je dois m'informer, je dois prendre du temps, accepter de prendre du temps pour m'informer si c'est cet organisme vraiment que je veux soutenir ou pas. D'autre part, il faut aussi il y a d'autres questions à prendre en compte. C'est comment faire en sorte que tout l'argent n'arrive pas vers un organisme en particulier qui devient, parce qu'il est situé dans un quartier qui a beaucoup de moyens, par exemple, on va dire Neuilly à tout hasard, hein, eh bien, on pourrait dire oui, mais là, une association qui se situe dans cette commune, elle aurait beaucoup d'argent, alors qu'une autre association qui est dans le 93 n'aurait pas d'argent parce que les gens... Non, on pourrait prendre des mesures très précises qui plafonnent le budget des institutions pour pas qu'elles puissent avoir plus qu'une autre institution qui aurait des besoins équivalents, etc., etc. Il y aurait... Là aussi, il faudrait passer au moins une soirée là-dessus pour concevoir une nouvelle forme d'impôt civilien. Sans compter que les institutions nouvellement mises en place, il leur faudrait aussi un certain temps pour se constituer, pour se créer. Nous imaginons aussi que on ne se retrouverait pas avec un formulaire qui fait à peu près 10 mètres de long, avec des petites cases à cocher pour dire, tiens, je vais mettre tel pourcentage de mes impôts dans tel domaine précis, etc. Ça serait trop lourd aussi. Il y a probablement aussi, en d'autres termes, des institutions civiliennes ou des organisations civiliennes qui se mettraient en place, qui pourraient rassembler, selon certaines sensibilités, les contributions, flécher les citoyens dans une certaine direction. Et il faut se donner le temps, tant au niveau de ces organisations qu'au niveau individuel, de s'exercer. Et puis, je vois une autre question.
L'éducation au non-discernement, éducation et médias, ne favorise-t-elle pas ce besoin de confier à un pouvoir ce qui pourrait peut-être trouver une solution sur le terrain, permettant de se déculpabiliser, entre guillemets, d'accuser, entre guillemets, de ne pas prendre de risques, et ainsi de perdre notre réel pouvoir citoyen? La question du non-discernement auquel nous serions éduqués par tout le processus médiatique, l'État, l'école, etc. Ça, c'est un facteur très important. Nous n'avons peut-être pas suffisamment appris à exercer notre discernement. Et je mets tout de suite un bémol à ça parce qu'aujourd'hui, je suis étonné comme il y a comme une nouvelle capacité de discernement qui est en train d'émerger dans la société, malgré justement le conditionnement auquel on peut être soumis par l'éducation au sens large. Oui, il nous faut de toute façon nous exercer, et il le faudra toujours. Le discernement, c'est pas acquis une fois pour toutes. Il faut les questions, les problèmes sont toujours nouveaux. Il nous faut devenir de plus en plus, éveillé. Éveillé, ça c'est la base de la conscience civilienne, on pourrait dire. Hein. Et je crois que nous pouvons avoir confiance, comme le suggérait cet auditeur, nous pouvons avoir confiance dans notre pouvoir de civiliens de développer cette faculté. Et on a parlé de ces questions, que ça se fait pas en un jour. Hein. On pourrait aussi craindre parfois que, oui, mais c'est tellement difficile parce qu'il y a aussi des gens qui réfléchissent pas, etc. Mais il faut bien voir que c'est en civiliant, si je peux le dire comme ça, c'est en civiliant que l'on devient civilien. Si nous n'avons pas la possibilité d'exercer notre capacité de discernement, de choisir, faire des choix, etc., et d'agir, notre capacité à agir aussi, à mettre en œuvre des projets, si on n'a pas la possibilité de le faire, de s'exercer à ça, alors notre pouvoir de civilien, nos compétences de civiliens ne peuvent pas grandir. Et alors, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, les civiliens, ou ce qu'on appelle les citoyens aujourd'hui, baissent les bras et s'intéressent plus à la politique. C'est notamment ce que j'évoquais quand j'ai parlé du régime de l'Union soviétique, qui pendant des décennies a conduit à ce que les personnes se sentent très peu en mesure de prendre des initiatives, même au niveau associatif. Peut-être. Oui, et puis même les associations sont aujourd'hui gangrénées. Si la loi 1901, je précise pour ceux et celles qui ne sont pas français que c'est la loi qui régit le fonctionnement des associations, en Belgique on les appelle les associations sans but lucratif, si la loi 1901 a permis de regrouper des pouvoirs à une époque créative, l'association est aujourd'hui un lieu où certains cherchent un pouvoir et d'autres un service, et que l'État utilise pour se décharger de ses responsabilités. Ce qui est d'ailleurs une préoccupation souvent exprimée. C'est pas normal que l'État se décharge constamment de ses responsabilités sur des associations, sur des ONG. L'État, effectivement, se décharge d'un certain nombre de tâches que l'on croit être du ressort de l'État. C'est-à-dire, l'État, là, c'est une utilisation du mot à mauvais escient. C'est pas l'État, c'est le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement. On croit que le gouvernement s'est déchargé d'un certain nombre de responsabilités sur les associations. Bien sûr, c'est une façon d'évacuer certaines questions qu'il ne veut pas traiter et de dire aux associations débrouillez-vous et trouvez les moyens pour ça. Donc ça nous ramène à la question juste avant, celle de comment flécher l'impôt pour que les associations aient les moyens. Et il y a suffisamment d'argent, on reviendra sur cette question, il y a suffisamment d'argent pour faire vivre toutes les associations, et c'est même une nécessité. Mais la gangrène, elle est pas dans le fait que les associations fassent le travail. La gangrène, elle est dans le fait que on ne considère pas que c'est un service public qu'ils font. On les considère comme des organismes qui partent d'initiatives individuelles et non pas comme des organismes qui font un service public. Et
c'est en fait toute la notion de service public qu'il faudrait revoir. Et ça, je pense, ça pourrait être notre prochain thème. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour prolonger ce qu'on a vu aujourd'hui sur la remise en cause du pouvoir du gouvernement unitaire, ce serait d'arriver à concevoir ce que j'appelle des services publics de la société civile, qui n'est pas une disparition du service public, qui est un renforcement du service public, mais qui est agi par la société civile et non pas par une superstructure que l'on croit être l'État et qui n'est pas l'État. Donc même dans notre langage, il faudra qu'on soit très très attentif de bien faire la différence et de ne pas dire c'est l'État qui fait ça, par exemple, qui fait telle ou telle chose, c'est l'État qui le fait. Non, c'est pas l'État, c'est le gouvernement central. L'État est ailleurs. L'État, il est dans les règles, dans la définition des règles. Et il faut que les citoyens puissent participer réellement à la définition des règles. Et ça nous ramène à la question du droit d'initiative et du droit de référendum. Et participer au service public, hein, comme tu viens de le dire il y a quelques instants. Donc, quand il s'agit de craindre peut-être qu'il y ait une disparition parce que on a un autre concept d'État, une disparition de l'État, attention, les services publics, eux, peuvent sortir renforcés d'une démarche civilienne. Bien sûr, bien sûr. Et c'est indispensable pour la santé de l'économie. C'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à clarifier, qu'on ne peut pas avoir une santé de l'économie si il n'y a pas l'argent nécessaire qui va vers les organismes à but non lucratif, ce qu'on appelle l'économie non marchande. Et c'est là que se trouve la nouvelle forme de service public auquel il faut donner les moyens. Et voilà, donc il faut introduire la notion d'économie non marchande dans nos considérations, ce qui montre qu'on a du pain sur la planche si on veut faire encore développer un petit peu la notion de civilien. On n'est pas au bout. On n'est pas au bout, c'était même le tout premier bout aujourd'hui soir. Si je reviens à la question, par exemple, des associations gangrénées, je me suis demandé moi-même, est-ce que cette personne ne veut pas dire que les problèmes de pouvoir ou parfois d'ego que l'on peut retrouver au sein d'un gouvernement, on les trouve aussi au sein des associations. Et dès lors, là aussi, même dans une démarche dite civilienne, on va se retrouver au sein d'organisations où ces problèmes vont réapparaître. Je crois que là aussi, on peut peut-être jeter des bases qui peuvent aider à assainir, sans prétendre que ça va régler tous les problèmes une fois pour toutes. Mais il y a là aussi, encore une fois, ça peut paraître étonnant, des pistes à privilégier probablement. Voilà, Michel, je te souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de nuit ou début de journée, tout dépend où vous vous trouvez sur notre globe terrestre. Et au revoir. Au revoir. Au revoir à tout le monde.